Donc, ok, Modibo, c'est directeur général de l'ANIS. CT. Oui. ANI. Comment on dit ça? ANICT. Ah, il faut parler rapide comme les gens qui parlent comme ça. Ok, mais on y va. Ok, bonjour à tout le monde. Moi je m'appelle Modibo Sissé. Je suis le directeur général de l'ANICT, communément appelé Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Donc, ma présentation porte aujourd'hui sur les agendas de réforme anticorruption au Mali. Mais avec les deux grandes activités que vous voulez sur le prédécesseur, je pense qu'ils ont presque tout dit. Donc moi, ma présentation, je vais aller très rapidement pour pouvoir donner place au débat. Donc la présentation est configurée de la façon suivante. Il y a une introduction, un aperçu général, l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Mali, les réformes entreprises contre la corruption, les institutions de prévention, les organes de contrôle, les institutions de répression, le rôle de l'ANICT dans la mise en œuvre des enseignements et une conclusion. Donc vous comprenez normalement que le temps imparti a ciblé beaucoup de stades. Donc en introduction, on va faire un état des lieux contre la lutte contre la corruption, se pencher ensuite sur certaines réformes entreprises en vue de la réduction de l'indice de corruption. Donc la corruption a été définie par le prédécesseur, je ne vais plus me présenter sur ça encore. Donc au Mali, on dit dans son rapport de 2015, ça c'est le rapport du vérificateur, il a été révélé que 70 milliards de manques à gagner ont été décédés sur 21 structures contrôlées. Et là, je pense que je suis à l'aise de dire ça parce que je suis ancien vérificateur. J'ai quitté le bureau du vérificateur général en juillet 2016. Donc, j'ai contribué à l'élaboration de ce rapport. Mais on ne va pas polémiquer dessus. La lutte contre la corruption s'applique à toute pratique frauduleuse. L'Union interparlementaire, dans sa politique de prévention de lutte contre la corruption, elle a défini comme suit. Là, c'est la définition de la fraude et celle de la corruption. Donc, la fraude est un acte qui consiste à tromper volontairement quelqu'un en vue d'obtenir un avantage financier. Et la corruption aussi a été longuement définie par le financier. Je vais continuer. Donc, on dit ici que la corruption n'implique pas nécessairement des avantages financiers directs pour là où les personnes impliquées, mais susceptible de porter atteinte à la situation financière ou à la réputation d'un État ou d'une institution. Et c'est là, après, il y a certains pays actuellement aujourd'hui, même pour voyager les touristes, on dit qu'attention, tel pays est fortement corrompu. Donc ça nuit gravement à la réputation d'un État ou d'une institution. Et il y a certains secteurs aujourd'hui que les juges m'en excusent. Quand on parle de justice, je dis les gens disent non, ils sont corrompus. À tort ou à raison. Donc ça nuit gravement à la réputation des institutions. Donc l'autre point, des pays d'Afrique francophone, la corruption est un phénomène principal à la loi, spécifique en dehors d'être un acte délictuel. Il consiste aussi une menace pour la stabilité et la sécurité des sociétés ou des pays. Et actuellement, tout ce qui sévit au Nigeria ou même au Mali, beaucoup de gens se sont dit que la guerre de Boko Haram aujourd'hui est due vraiment à un phénomène de corruption que le pays a connu pendant de longues années et ce qui a amené vraiment ce cataclysme. Et aussi bien qu'au Mali, il ne faut pas qu'on se cache la face, on dit le problème du Nord aujourd'hui a dit ça. Et pas plus tard que le week-end, je suivi un débat sur l'Africa, où il y a un débatteur qui disait qu'à les années 70, lorsque la sécheresse 74, tout ce qui a été engendré comme fonds pour venir en aide aux populations du Nord ont été détournés pour créer même un quartier hippodrome qui est à Bamako ici, et qu'on appelle le quartier des millionnaires. Donc vous voyez un peu, ce sont des trucs qui nuisent vraiment fortement à la réputation de nos sociétés, même à la stabilité des sociétés. Et même actuellement, il y a des programmes d'urgence pour le Nord, il y a beaucoup de projets qui vont au Nord pour venir en aide. Mais même là, la réputation du pays est encore écorchée. Parce qu'on dit que toutes ces aides qui vont aller vont être détournées encore. Mais comme maintenant il y a beaucoup de structures de contrôle qui vont jouer le rôle dans cette lutte contre la corruption. Donc l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Mali, on dit que le Mali a été confronté au phénomène de la corruption avec des formes variantes. Et en 1967,
il y a eu une opération, peut-être j'étais encore au berceau, donc ce qu'on appelle l'opération taxi. Et ça, c'était le régime socialiste. À l'époque, il y avait une fluorescence des taxis en ville. Et le législateur à l'époque s'est posé la question que tous ces taxis, la plupart de ces taxis appartiennent aux fonctions de l'État. Donc il y a eu une lutte dans ce sens-là. Mais il y a eu des procès spectaculaires, des discussions, mais finalement, ils n'ont pas eu de suite. Et après, en 1982, il y a eu la fameuse commission d'enrichissement illicite sous le régime militaire, sur la Deuxième République, où tous les fonctionnaires de l'État étaient censés passer devant cette commission pour déclarer ses biens. Aussi bien les fonctionnaires et les militaires, tout officier. Mais malheureusement, ça aussi, ça a connu ce que ça a connu. Et maintenant, il y a eu le bureau du vérificateur général là, qui a été créé. Ça a fait l'objet de discussion cet après-midi. Et au fil, l'office de lutte contre l'enrichissement illicite, il vient d'être devant le jour. Pendant tout ce qu'on vient de dire, quand jusque-là, on peut dire que la lutte contre la corruption a connu très peu de succès au Mali. Mais le débat reste ouvert. On dit ceci est dû au manque de conviction des leaders ou la non-application des sanctions. Ça a été beaucoup dit cet après-midi aussi. On dit qu'il y a eu des contrôles, mais il n'y a pas eu de sanctions. D'autres disent que la justice n'a pas fait son travail, d'autres disent que la société civile. Mais quand même, tout le monde est interpellé par rapport à ce phénomène aujourd'hui, qui est la lutte contre la corruption. Donc pour cela, il y a beaucoup de sociétés civiles, d'organisations civiles qui ont été créées. Pour cela, on peut citer le réseau malien des journalistes pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, le Cercle d'études et de recherche de la sensibilisation sur la corruption et la pauvreté, CERCOP, l'Alliance pour la transparence au Mali, l'Observatoire national de lutte contre la corruption et le groupe suivi budgétaire. Donc, il y a tous ces associations ont été créées dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais jusque-là, la corruption, la lutte contre la corruption ne se fait pas au terme dessus. Donc, les réformes entreprises contre la corruption. Dans cela, on va essayer de faire un tour d'horizon sur le plan international. Après, nous allons parler sur le plan sous-régional et sur le plan national. Donc, sur le plan international, il y a la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transactionnel connu en 2000, qui prévoit la disposition pour prévenir réprimer la corruption. Après aussi, il y a la Convention des Nations Unies contre la corruption et le premier instrument international juridique contraignant de lutte contre la corruption. Et il y a aussi le Mali qui a ratifié le 18 avril 2008 cette convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Sur le plan sous-régional, on a la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, CIA. La directive de l'UEMOA du 29 juin 2000 porte adoption du Code de transparence et la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA, et aussi la décision du 29 juin 2000 portant adoption du document de conception de projet de réforme sur les marchés publics. Donc ça, c'est au point de vue communautaire. Il y a au point de vue espace CEDEAO, le protocole de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est sur la lutte contre la corruption adopté à Dakar le 29 juin 2001 et ratifié le 20 décembre 2002. Il y a aussi la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à Mobutu, en Mozambique, en juillet 2003. Donc ça, c'est encore les directives de l'UEMOA. Et comme les lecteurs ont dit, à ce qui concerne les textes, ça n'en manque pas. Il y a plusieurs textes. On se demande maintenant si ce ne sont pas les textes qui sont en train de tuer la lutte contre la corruption. Donc sur le plan national, on a la loi numéro 1, 79 du 20 août 2001, portant code pénal. Donc ça veut dire que même déjà dans le code pénal, les juristes sont là, punir la corruption. Et en dépit de ça, il y a eu une floraison de toutes ces institutions qui ont été créées, bureau de vérificateurs, OCLE, ainsi de suite. Donc il y a la loi numéro 2012 du 9 du 8 février 2012, modifiant et abrogeant la loi numéro 030 du 25 août 2003 portant création du bureau du vérificateur général. Et ensuite, il y a la loi du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. Et à son ordonnance 2015 du 23 septembre 2015 portant création de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Donc ça, c'est sur le plan national. Maintenant, les institutions de prévention.
Comme mission de prévention, nous avons le contrôle dans les services publics, nous avons la section des comptes de la Cour suprême, nous avons les inspections des finances et des différentes inspections ministérielles, nous avons la commission de contrôle de la Banque mondiale et du FMI pour les vies trimestrielles, et encore il y a l'Assemblée nationale. Les organes de contrôle. Comme organe de contrôle, on a le contrôle administratif, qui est effectué par le contrôle des services publics, par les inspections des finances, et par le contrôle interne de la direction du contrôle financier. Aussi, il y a le contrôle juridictionnel, qui est exercé par la section de comptes de la Cour suprême, et aussi le contrôle parlementaire, qui est exercé par l'Assemblée nationale. Donc, les institutions de répression. Les institutions de répression, on a naturellement la police, la gendarmerie, la commission d'appui aux structures de contrôle, qu'on appelle la cascade, et les différents services judiciaires spécialisés tels que le pôle économique de Bamako, CAI et Mopti, dont notre collègue du sud de Bamako, M. Diawara. Les services judiciaires du droit commun et le conseil de discipline aussi de la fonction publique. Donc, comme je disais, comme texte, vraiment, ça ne manque pas. Il y en a assez. Maintenant, je vais vous faire un aperçu rapide sur le rôle de l'ANCT dans tout ce dispositif. Bon, je vais vous priver, enfin, vous dispenser quand même ces différents textes-là. Ce sont des lois qui ont créé enfin, des collectivités territoriales. Par exemple, la loi du 12 avril 1995, portant pour les collectivités territoriales, la loi portant les prises de conditions de gestion du domaine des collectivités territoriales, ainsi que la loi 96, déterminant les ressources fiscales des communes. C'est les taxes dont les différentes communes doivent mobiliser. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces textes, de nombreuses structures viennent en appui aux communes, telles que l'ANCT, l'autre représentateur c'est l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Mais comme vous dites, pour ne pas tricher sur les mots, vous dites ANCT, ça va aller plus vite. Et il y a le conseil communaux qui met à disposition des communes des prestations en matière de planification du développement communal. Et aussi il y a les ONG, les organisations non gouvernementales et autres partenaires qui interviennent dans le domaine divers. Donc l'ANCT dispose dans son organisme d'une direction générale et de antennes de régions régionales. Donc dans les régions, ce sont des antennes et une direction nationale. Maintenant, l'antenne a pour rôle de notifier à chaque collectivité ses droits et conditions de mobilisation, des droits de tirage. Parce qu'à l'ANCT, on a les ressources des partenaires techniques et financiers, qu'on appelle les PTR, et en même temps les ressources de l'État. Et toutes ces ressources-là sont mises dans une même cagnotte, qui est redistribuée maintenant aux collectivités. Et c'est ça que le doyen Sall disait tout de suite. Si vraiment la politique peut aller de la base vers le haut, au lieu du haut vers la base. Et ça, c'est dans le cadre de la décentralisation. Donc, après ça, il y a une répartition de l'enveloppe régionale selon les critères fixés au niveau national. Donc, il y a des critères qui ont été fixés pour chaque collectivité. Donc, dans cela, il y a des critères de gouvernance, il y a des critères d'indice de péréquation et pas mal d'autres critères qui rentrent en jeu. Il y a la population, il y a le territoire, etc. Et les antennes régionales veillent maintenant au versement de ces subventions à temps opportun pour le règlement rapide des prestataires et des comptes, et s'assurer que le compte rendu des activités et de l'utilisation de fonds. Donc les antennes sont là maintenant et ils jouent un peu aux gendarmes pour voir est-ce que les fonds qui sont mis à la disposition de ces collectivités sont bien utilisés. Et à cela, il y a toute une procédure derrière. On va pas se mettre à les expliquer compte tenu du temps. Mais ce qui est intéressant ici à dire, dans le cadre des réformes, on est en train d'aller vers la régionalisation du FNAT. Le FNAT, c'est le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales, qui est l'ANCT gère. C'est-à-dire, au lieu que désormais ici, qu'on parle, les critères partent du niveau national, désormais chaque région va avoir ses propres critères. C'est-à-dire, au niveau national, l'agence va mettre à la disposition de chaque région un certain nombre de montants qui seront vraiment faits au niveau national. Mais maintenant, dans les régions, chaque région aura désormais ses propres critères d'allocation des ressources aux collectivités. Donc, encore une fois, c'est pour qu'on puisse aller de la base vers le haut, au lieu que tout soit décidé à Bamako, au niveau central. Donc, l'ANCT veut aussi le respect des textes et des procédures applicables sur toute la chaîne des finances et des collectivités territoriales. L'agence utilise les fonds versés aux collectivités territoriales bénéficiaires des ressources différentes. C'est ça que je parlais tout de suite, là, le FNAP, c'est le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales.
Et c'est là où on met la cagnotte des sous d'État, des partenaires, pour le distribuer aux collectivités territoriales. Et l'ANCT aussi reste soumise à la vérification des organes de contrôle précédemment cités. Donc, en plus, comme réforme au niveau de l'ANCT, il y a eu un audit organisé tout récemment. Et encore, l'ANCT s'est lancé dans un processus qu'on appelle le processus d'accréditation Fonds vert pour le climat, dans le cadre du changement climatique. À tout cela nous mène vraiment à des réformes pour être vraiment conformes à des normes internationales et nationales. Et pour cela, l'ANCT s'est engagée vraiment à mettre en place une politique de transparence et de prévention des conflits d'intérêts, pour que chaque agent désormais puisse à chaque année signer un engagement comme quoi le travail qu'il va faire, il n'y aura pas de conflit d'intérêts entre lui et les collectivités en question et les prestataires concernés. À cela aussi, il y a la politique de la lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment d'argent, ainsi que le financement du terrorisme. Et à cela aussi, il faut ajouter le code d'éthique et de déontologie qui sont en œuvre, qu'on doit mettre en place. Et tout cela, c'est pour vraiment être conforme à l'arène internationale, dans le cadre de l'accréditation au Fonds vert pour le climat, et encore dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc, les instruments de l'application prochaine renforceront la lutte contre la corruption, la crédibilité et la responsabilité de l'agence et de l'acteur DC s'inspirent sur la politique nationale et la politique internationale. Donc, c'est vrai que je vais tout de suite là. Ces différentes politiques ici sont remis un peu sur les politiques de la Banque mondiale et de certains bailleurs de fonds. Voilà un peu de façon avancée ce que je peux vous dire sur l'ANCT. Maintenant, dans la conclusion, on dit que ça a été conclu par le prédécesseur, hein, mais selon Transparency International en 2015, le Mali a été classé 95e sur 167 pays notés. Donc, chacun se fera son idée sur l'état de la corruption au Mali. Maintenant, il faut dire connaître que le système juridique mis en place ne semble pas enrayer la corruption et prend plutôt de l'ampleur. Donc, les juges qui nous excusent encore, hein, tout par Dieu et tout revient à eux. Voilà. On se demande maintenant si c'est dit maintenant, système juridique, et comme beaucoup ont dit, ce n'est pas la justice, mais c'est tout le monde. Il faut que chacun vraiment, individuellement, arrive à se dire vraiment, je vais lutter contre la corruption. Une réforme plus que jamais est souhaitable dans le domaine de la lutte contre la corruption au Mali. Elle demandera un ensemble de modifications significatives des moyens et actions de prévention. Sa mise en œuvre passera aussi par voie législative, les lois, ou par voie réglementaire. Et il faut reconnaître aussi qu'au Mali, vraiment, les textes sont assez lourds. Est-ce aussi n'est pas un facteur de corruption? Imaginez-vous un usager qui veut un service dans une administration. Il n'y a pas de délai, il n'y a rien. Et l'agent de l'État qui traîne les pieds, le monsieur attend un besoin de son papier, il est obligé souvent de le subir avec l'argent. Parce que c'est vital pour lui. Donc moi je pense que si ça c'est à revoir, il faut qu'on revoie aussi un peu nos textes, parce que vraiment tout est nouveau. Et maintenant avec l'éthique des technologies de l'information et de la communication, chaque ministère a fait maintenant un site, et sur les sites même, mettre dessus le temps mis pour la service rendu. C'est-à-dire que vous allez aujourd'hui à la mairie pour l'extrait de naissance de votre enfant, qui est sur le site de la mairie, de la commune, hein, on puisse mettre, pour avoir un extrait de naissance, il faut 3 jours. Maintenant, les 3 jours passés, soit vous rendez au monsieur ces documents non conformes, ou bien vous rendez son extrait de naissance, l'extrait de naissance de son enfant. Donc, tant qu'on ne va pas vers ça un peu pour que les citoyens, les services sachent que dans ces services, vous demandez telle prestation, il y a un délai, on ne peut pas se lutter contre la corruption. Et comme d'autres l'ont dit, c'est vrai qu'il y a l'intelligence, il y a l'alphabétisme, mais quand même, si l'État aussi peut faire un effort dans ce sens, dire je vais aujourd'hui, dans telle administration pour un développement de tel bon véhicule, pour faire développement servir telle date à tel délai. Ce délai passé, il faut que l'agent de l'État vous dise, ah monsieur, vos papiers ne sont pas conformes, tenez-les. Allez vous mettre en ordre et puis revenez. Mais les papiers sont là entassés dans les bureaux, c'est des tonnes de papiers, il n'y a rien. Vous venez, on traite le dossier, on est là-dessus, on est là-dessus. Et finalement, vous êtes obligé maintenant de subir l'agent de l'État pour que votre dossier puisse aboutir. Voilà un peu, monsieur et madame, ce que je dois vous dire sur la présentation. Je vous remercie.